Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce journal. Après la phase écrite, les candidats admissibles au BEPC plongent pour les épreuves orales et sportives. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au Collège Notre-Dame et au CEG Bégamé. Le constat à suivre. Les mangroves absorbent le carbone. Les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. La confiance en soi permet de rester en totale possession de ses moyens. Cela offre la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. On en parle dans le journal. Les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle ont démarré hier la composition des épreuves orales et sportives. À Cotonou, les candidats plongent au Collège Notre-Dame des Apôtres et au CEG Bégamé. Plusieurs disciplines sportives au programme, le lancer de poids, le saut en hauteur et la gymnastique. Rodrigue Blandoumé, Patrick Adjaboudjou. Ouf de soulagement, fierté et satisfaction sont les sentiments qui animent les premiers candidats ayant fini les examens oraux et sportifs. J'ai déjà passé mon tour, vu que mon nom commence par la lettre A. Et je suis plutôt satisfait par mon résultat, parce que j'ai été admis. Et dans mon école, nous avons fait 100%. Donc tout va bien. Et puis c'est la fierté pour tous nos parents, pour tous les élèves qui sont ici présents, d'être admis au BEPC. Les épreuves sportives étaient aussi faciles. Ces admissibles, bientôt définitivement admis, ont planché dans les différents sprints sportifs au programme tels que le lancer de poids, la gymnastique et le saut en longueur au CEG Bégamin. Chefs centre et examinateurs sont satisfaits du déroulement. C'est un état d'âme de profonde satisfaction. Et déjà, à cette heure, la ponctualité était de mise. Tous les examinateurs étaient avec nous. Nous avons tenu le staff. Les candidats n'en parlons plus, très enthousiasmés. Ils étaient là, ils ont abondé le centre. Et c'est des efforts fournis en amont, des efforts qui portent leurs fruits. Dans l'ensemble, c'est acceptable, c'est appréciable tout ce que nous avons fait là-bas, puisque on a constaté qu'effectivement, les enfants ont réalisé ce qui est prévu, puisqu'il y a un minima qu'il faut réaliser au niveau du saut en longueur. Et dans l'ensemble, nous avons constaté quand même que ce minima a été respecté par tous les apprenants. Pendant que certains candidats affrontent les épreuves sportives, d'autres s'essayent aux langues. L'anglais, l'espagnol ou encore l'allemand, au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Les candidats sont heureux, ils étaient là depuis 7 heures. Donc, nous avons fait les répartitions par rapport aux différentes listes que nous avons reçues pour pouvoir les installer dans les salles de classe afin de leur attribuer un jury pour les interrogations. Je tiens seulement à féliciter les candidats qui ont su tirer leur épingle du jeu et à leur dire bonne chance pour la suite parce que ce n'est pas terminé. Au terme de cette deuxième et dernière phase de l'examen du BEPC 2022, les candidats seront déclarés définitivement admis. Caractéristiques des zones tropicales humides bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffage. Le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Wanjinou, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangroves. Et c'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça.
Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain, qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Nous sommes les défenseurs de la mangrove. On s'intéresse à présent à la confiance en soi. Tout comme l'estime de soi, la confiance en soi est un état d'esprit qui permet de combattre le doute, l'incertitude, la peur de se sentir capable de relever des défis. Comment renforcer chaque jour sa confiance? On en sait un peu plus avec Patrick Adiagboudiou. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit. La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmatives chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon origine? Quelles sont mes croyances? La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux. Quelle est ma valeur? Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces 3 éléments-là qu'on a l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je me mets devant le fait. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer et il faut surtout échouer à apprendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capable de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite, un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes. D'autres informations pêle-mêle au plan national, c'est dans la Nation en bref, présenté par Ulvaïs Balogun. Les artisans béninois sont invités à se rendre aux urnes dimanche prochain pour choisir leurs représentants à la Chambre des métiers de l'artisanat.
En prélude à ces élections, une campagne électorale a été lancée ce mercredi 13 juillet. Elle dure 10 jours et seuls les artisans enrôlés lors du recensement national des artisans sont concernés par les dites élections. 546 postes de vote seront ouverts pour accueillir 452 000 électeurs. 80 conseillers seront élus pour représenter les 8 branches de métier de l'artisanat. 1540 agents de l'administration publique suivent depuis mardi dernier le programme de formation et de certification ICDL. Ce programme vise à doter ces agents de compétences et aptitudes d'utilisation efficace des outils informatiques dans le cadre de l'accompagnement au changement inhérent au projet de digitalisation. À terme, le gouvernement entend mettre à disposition des cadres de l'administration la compétence numérique nécessaire aux standards internationaux en vue de permettre l'efficacité de l'administration publique. Cette formation est prévue pour durer 9 mois. Dès le samedi 16 juillet prochain, le peuple béninois redécouvrira l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation au Palais de la Marina. Après une première saison, l'exposition rouvre ses portes du 16 juillet au 28 août prochain. Environ 45 jours d'expérience muséale qui va permettre au gouvernement d'honorer sa promesse faite à la diaspora de lui ouvrir les 26 œuvres et le génie artistique contemporain. Les jours et heures d'ouverture restent les mêmes que celles de la première saison. Il s'agit des jeudis et vendredis de 15h à 18h30, les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Hors du Bénin, la Société financière internationale va décaisser 105 millions de dollars, soit environ 58 milliards de francs CFA pour renforcer le financement des petites et moyennes entreprises en Tanzanie et au Burundi. L'initiative vise à soutenir les prêts aux petites entreprises des deux pays, en particulier aux entreprises appartenant à des femmes. D'après la Banque mondiale, près de 81% des PME en Tanzanie et au Burundi n'ont pas accès au financement, bien qu'elles occupent une place importante dans l'économie de ces pays. En Tanzanie, 3,2 millions de micro, petites et moyennes entreprises contribuent à 27% du PIB du pays et emploient plus de 6 millions de personnes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.